Salut à tous et à toutes les camarades. Là, en fait, ce topo, c'est sur la question du Front unique et du 3e congrès de l'Internationale communiste, qui en fait commence un petit peu avec la question pour les révolutionnaires avant la création même de la 3e internationale, comment on prend le pouvoir, comment on fait la révolution, et comment en fait la classe ouvrière devient une force politique à même de pouvoir conquérir le pouvoir politique dans la société et dans le monde entier. En fait, un des plus gros problèmes que vont analyser les révolutionnaires et Marx notamment déjà à l'époque où il écrit le manifeste du Parti communiste, c'est qu'en fait la classe ouvrière en propre, elle est extrêmement divisée et il y a une nécessité pour les révolutionnaires de chercher à œuvrer pour l'unité de la classe ouvrière. En fait, les capitalistes, pour maintenir leur domination, mettent en concurrence tout simplement les travailleurs entre eux. Et en fait, notamment, Marx et Engels, quand ils sont jeunes en Angleterre, ils observent très clairement qu'entre les travailleurs anglais et les travailleurs irlandais, le patronat crée une concurrence entre eux, c'est-à-dire que les travailleurs anglais, le patronat leur dit, en fait, les Irlandais, ils viennent voler votre travail, et c'est ça qui permet au patronat et à la bourgeoisie d'arriver à plus exploiter dans des conditions de travail encore pires les travailleurs irlandais et de les monter les uns contre les autres. Et puis le problème, finalement, c'est pas le patronat. Le problème, en fait, c'est des travailleurs qui viennent te voler ton travail et des problèmes classiques qu'on connaît. C'est pas pour rien qu'un des mots d'ordre principaux quand même de la première internationale, c'est celle qui est fondée par Marx et Engels, c'est prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Parce qu'il y a compréhension claire et nette que en fait ça c'est une des tâches principales pour la révolution mondiale. Alors c'est pas pour dire que c'est beau ou moralement juste cette question de l'unité, mais c'est qu'il faut vraiment comprendre, et nous en premier lieu les camarades, pour l'activité en fait même ne serait-ce qu'aujourd'hui, que pour pouvoir prendre le pouvoir, la classe ouvrière, elle doit être unifiée et elle doit en fait comprendre ses intérêts de classe dans son entièreté et être classe à proprement parler. Alors, en fait, on va s'intéresser spécifiquement en fait au 3e congrès de l'Internationale communiste. Donc en fait, c'est en 1921, c'est l'internationale qui est fondée, qui connaît en fait tous les soulèvements révolutionnaires que va y avoir en Europe, la révolution russe et autres. Et en fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc on est en 1921, il y a une explosion du chômage dans toute l'Europe. Les conditions de travail, elles sont très difficiles. C'est extrêmement compliqué pour la classe ouvrière dans le monde entier. Pour donner une idée, ce qu'écrivent les révolutionnaires à cette époque-là, c'est que par exemple être chômeur en Angleterre, en fait, c'est vivre dans des meilleures conditions qu'être travailleur en Allemagne. Et en fait, après une période d'offensive révolutionnaire de la classe ouvrière dans toute l'Europe, suite à la révolution russe qu'il y a eu en 1917, en 1920, en 1921, les travailleurs ils subissent une série de revers en réalité, et malgré des révolutions dans différents pays, il n'y a pas eu effectivement qu'en Russie. Par contre, la révolution, elle n'a vaincu qu'en Russie. Et il y a tout un tas de revers, et un épisode important de ces revers-là, c'est ce qu'on appelle l'action de mars en Allemagne en 1921. Donc l'Allemagne, je le disais, elle connaît une situation très dure économiquement. La classe ouvrière, elle est très pauvre. Ça a de lourdes conséquences sur les conditions de travail, sur les conditions de vie en général de la classe ouvrière, et ça génère beaucoup de colère et beaucoup de mécontentement. Et en fait, il y a des émeutes et des pillages qui vont exploser dans les villes les plus importantes du pays. Mais contrairement en fait à 1919, là c'est pas une offensive révolutionnaire de la classe ouvrière, c'est une réaction face à la contre-offensive des capitalistes. En mars, dans le gouvernement de Saxe, le gouverneur social-démocrate Orsing, sur la question de ces pillages, de ces émeutes, il décide de rétablir l'ordre en envoyant l'armée et la police dans les usines et dans les villes. Et en mars, il y a des affrontements très violents entre la police et notamment les militants communistes. Il y a des morts, etc. Je rentre pas dans les détails, mais c'est extrêmement violent. Alors évidemment, le Parti communiste allemand, il se doit de réagir à cette provocation, mais il le fait sans comprendre à ce moment-là qu'ils sont en fait dans une situation qui est défensive et pas une situation qui est offensive, et qu'il y a eu en fait un changement dans le rapport de force. Et ils agissent comme s'ils étaient dans une situation qui leur était favorable. Le KPD, il se laisse entraîner dans le piège que lui tend la bourgeoisie, et il appelle tout seul à une grève générale et à une résistance armée en fixant comme objectif la prise du pouvoir. Et cet appel, en fait, il va être peu suivi et ça va se terminer dans la répression très forte et brutale contre le KPD. Alors pourquoi on s'intéresse spécifiquement un peu à cette action de mars ? Parce qu'en fait, ça va générer un électrochoc dans le KPD et en fait dans toute l'internationale communiste qui va les amener à réfléchir sur cette question de la tactique du front unique.
l'écrasement de l'Action de mars, ça leur fait apparaître clairement que la prise du pouvoir immédiate, elle est plus à l'ordre du jour immédiatement dans la plupart des pays européens et que la classe capitaliste, en fait, elle est en train et elle a repris un peu l'offensive. Et donc là, ils comprennent que même si les partis communistes, ils se sont développés, ils ont même pu devenir des partis de masse dans certains pays. L'Allemagne, par exemple, en fait, ils sont pas hégémoniques. Et en fait, ils font face à la division de la classe ouvrière, donc sous pression de l'idéologie dominante. Enfin, la conscience de classe, elle a des flux et des reflux importants quand les masses, elles sont pas organisées dans le parti révolutionnaire. Et l'illusion que ces intérêts individuels, ils seraient contradictoires avec des intérêts collectifs de classe, prend le dessus. La question de la concurrence entre les travailleurs, du sexisme, du racisme et de ce qu'on disait un petit peu au tout début. Et le fait simplement que la classe ouvrière, elle ait des conditions sociales d'existence différentes, joue dans le fait de la diviser. Par exemple, des travailleurs dans la grande ou la petite industrie, urbanisés depuis plusieurs générations ou à une date plus récente, avec des qualifications élevées, des qualifications plus basses, ils sont amenés à être gagnés plus ou moins rapidement, à être perméables plus ou moins aux idées révolutionnaires. Pour des travailleurs des grandes villes et des grandes industries, c'est plus facile de faire prendre conscience de la force potentiellement énorme de la classe ouvrière et de croire en la possibilité de mener des luttes victorieuses et d'arracher le pouvoir au patronat qu'en fait à des travailleurs qui bossent dans des lieux de travail avec des plus petites concentrations, dans des plus petites villes et qui sont plus isolés. La question de l'expérience de lutte et de sa diversité, elle joue aussi parce que, évidemment, que des travailleurs qui ont l'habitude de mener des grèves, qui en fait ont l'habitude de même en gagner, ils auront leur conscience déterminée différemment que des travailleurs qui en fait se battent peu, font peu de grèves et puis surtout qui en fait auraient accumulé des défaites. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait tout ça, ça donne racine à une diversité de courants idéologiques, de courants politiques et donc d'organisations. Et ces différents courants, ils naissent également de débats, de désaccords et d'oppositions produites par le cours même de l'histoire de la lutte des classes. Par exemple, la Première Internationale, la rupture de la Première Internationale entre les marxistes et les anarchistes à propos notamment de la nécessité de la conquête du pouvoir politique. La Deuxième Internationale, la rupture entre les révolutionnaires et les réformistes sur, entre autres, la question de la participation à des gouvernements bourgeois. Et en fait, lors du 3e congrès de l'Internationale communiste, les révolutionnaires, ils comprennent que le réformisme, il ne va pas disparaître et qu'il faut en fait en prendre compte dans leur politique. Et ils écrivent dans leur thèse du 3e congrès que dans la plupart des pays, les travailleurs, ils sont divisés en 3 blocs politiques. Le premier, c'est la Deuxième Internationale social-démocrate qui a totalement et définitivement basculé dans l'ordre bourgeois. La deuxième, c'est celle de la Troisième Internationale et les communistes et les révolutionnaires. Et en fait, le 3e bloc, ils analysent qu'en fait, entre ces 2 blocs-là, il y en a un 3e qu'ils appellent les centristes, qui s'est détaché de la Deuxième Internationale, mais qui franchit pas non plus le pas de rejoindre clairement les communistes. Et ils identifient pour tâche principale à ce moment-là des révolutionnaires dans le monde de conquérir l'hégémonie dans la classe ouvrière pour pouvoir prendre le pouvoir. Et c'est à ce moment-là que la question du front unique, en fait, c'est un moyen de parer à l'affaiblissement du rapport de force dans une logique qui est défensive pour aller vers la reprise de l'offensive par l'unité d'action de la classe ouvrière. L'objectif des partis communistes qui est gagner de l'hégémonie, le front unique, c'est un moyen tactique et stratégique d'y arriver. Et le 3e congrès, il dit un truc qui, je pense, est extrêmement juste et d'actualité encore aujourd'hui. Il disait, il ne faut pas juste aller vers les masses, mais il faut aller vers le pouvoir par la conquête préalable des masses. Et en fait, le front unique, c'est pas tant la question des appareils politiques, d'une unité mécanique d'alliance de ces différents appareils, mais c'est une question de tactique, pour faire entrer dans la lutte des couches de plus en plus importantes du prolétariat. Le but, c'est quand même un moment de cesser de prêcher aux prolétaires les buts finaux, mais de faire progresser une lutte concrète qui seule peut les conduire à lutter pour ces buts finaux. Saisir chaque lutte partielle du prolétariat pour le transformer en affrontement général contre le capitalisme. Et dans les thèses sur le front ouvrier qui sont écrits par le comité exécutif de l'Internationale communiste en 1921, ils écrivent « Il faut prendre chaque besoin des masses comme point de départ d'une lutte révolutionnaire qui, dans leur ensemble, pourrait constituer le courant puissant de la révolution mondiale. » Et Ben Saïd, bien plus tard, écrira, je crois que c'est en 77, « Le but, c'est de féconder le front unique d'un contenu révolutionnaire, pour porter à un point de rupture la contradiction entre le mouvement des masses et la politique des directions, et pour cela, la politique révolutionnaire consciente doit s'insérer dans le front unique. » Du coup, c'est vrai que ce congrès de la Troisième Internationale en 1921, il va poser cette question du front unique, en fait, assez largement même, parce que c'est un problème qui se pose un peu avant. Il va aussi répondre à d'autres problématiques que Lénine
auquel Lénine se confronte. Donc bon voilà, en 1921 se tient ce troisième congrès, je sais pas si on m'entend bien en fait, de l'Internationale communiste, qui donc réunit des dirigeants des principaux partis communistes. Ces partis sont, pour la majorité d'entre eux, des scissions des partis socialistes de la Deuxième Internationale, ayant donc sombré dans le réformisme et le chauvinisme. D'autres sont issus de partis socialistes, centristes, comme le disait la camarade, liés à la boiteuse internationale 2,5, se cherchant un compromis entre la Deuxième et la Troisième Internationale, critiquant la participation notamment socialiste à la guerre mondiale, mais cherchant à reprendre un peu la voie des réformes engagées jusqu'en 14. Bon, en fait, c'est un truc qui est très, très, très hétérogène, et donc évidemment, nous on aurait eu envie au moins de s'adresser à son aile gauche, pour le dire de façon un peu simpliste, quoi. Bon, mais les communistes de l'époque qui avaient rompu avec des partis réformistes et qui constatent que leurs anciens dirigeants, comme un Kautsky, étaient d'anciens révolutionnaires qui peu à peu s'étaient fait happer par le réformisme, avaient la très juste préoccupation de ne pas suivre la même voie, et on les comprend, que leurs ancêtres politiques. Bon, certains ils finirent par se construire en tendance de gauche au sein des partis communistes, voire même en partis séparés. Outre, il y avait des éléments de débat nationaux, ces communistes de gauche, ils concentrent leur ligne politique autour de quelques axes. Le refus du parlementarisme d'une manière générale, puisque le parlementarisme, ce serait le lieu de corruption réformiste par excellence. Quitter les syndicats qui non seulement ne sont pas révolutionnaires, mais limitent à chaque pas les luttes. Lutter aussi contre le parti des chefs, puisque les chefs, c'est faillible, donc ça peut entraîner tout parti à sa perte, donc il ne faut pas de chef. Et enfin, jamais, au grand jamais de compromis, il faut garder la ligne, ne jamais faire d'alliance avec d'autres partis et forces politiques. Car tout compromis, ce serait dévier le parti de son programme, de sa direction, qui est la révolution. Bon, tous ces arguments, on les entend encore aujourd'hui. Peut-être que parmi nous, il y en a certains qui les partagent en partie. Et le troisième congrès de l'Internationale, c'est aussi l'occasion pour les bolcheviks, et avant tout pour Lénine, de combattre ces tendances, ce gauchisme, cette maladie infantile du communisme, comme l'écrivait Lénine. Bon, bien sûr, participer à la vie démocratique d'une démocratie bourgeoise, se présenter, avoir des élus, remporter parfois même des victoires. Bon, parce que la lutte des classes en dehors de l'Assemblée, elle impose parfois certains détours de gauche à l'intérieur des assemblées. Oui, ça crée un peu une envie, et une tendance à sombrer dans le réformisme, et y compris évidemment le confort matériel garanti par des élus pour le parti et pour ses élus mêmes. Ça aussi, ça pousse un peu à sombrer dans le réformisme. Donc toutes ces critiques qui sont assez compréhensibles de la participation aux élections, au parlementarisme, elles se couplaient d'une conviction que, alors que la vague révolutionnaire a agité l'Europe à ce moment-là, le temps des élections bourgeoises pouvait être passé. Ça, c'est surtout un truc qu'on entend en 1920, un peu moins certes en 1921. Bien sûr, et notre participation aux européennes, je le rappelle, le prouve, nous ne sommes pas convaincus par tous ces arguments. Notre participation aux élections, à mon avis, elle reste essentielle, non pour espérer quoi que ce soit d'une assemblée, ça vous le savez déjà, mais pour s'adresser à l'ensemble de la population, à toutes les couches populaires et plus largement qu'à l'ordinaire. Les élections sont alors un thermomètre de l'ambiance, de la sympathie que notre organisation et ses idées ont parmi le prolétariat et tous les travailleurs. Et s'y faire élire, même si là aujourd'hui, pour les européennes, ça paraît un peu mort qu'on s'avait vu, c'est aussi l'occasion de construire dans un parlement bourgeois une fraction communiste, s'adresser non pas seulement aux parlementaires bourgeois, parce que on les convaincra pas, mais à tout notre camp, au-delà des murs de l'enceinte parlementaire. Utiliser en fait l'enceinte parlementaire comme une tribune pour s'adresser à l'ensemble de la classe ouvrière. Bien sûr, certaines circonstances peuvent évidemment justifier de refuser de participer aux élections bourgeoises, mais ces rares cas doivent être toujours discutés et il ne peut pas s'agir d'une position de principe. Or, pour les gauchistes, c'était une position de principe, refus de la participation aux élections. D'ailleurs, même dans les périodes révolutionnaires, tant que l'essentiel des masses ne s'est pas rangé derrière notre politique et a tourné le dos aux élections bourgeoises, nous aurons à être présents dans les élections bourgeoises.
y compris pour y défendre d'en finir avec les institutions bourgeoises, chose d'autant plus aisée à l'intérieur même de ces institutions, avec une fraction significative, sinon majoritaire, au sein des assemblées des politiciens bourgeois. Aussi longtemps que les dernières couches retardataires des couches populaires auront des illusions, nous chercherons à les convaincre de notre politique et à mesurer les progrès de notre propagande, y compris par le biais donc des élections. Bon, évidemment, on n'est pas du tout dans une période révolutionnaire aujourd'hui, mais donc oui, même dans les périodes de lutte des classes les plus vives, tant que les régimes des soviets n'ont pas remplacé la République bourgeoise, tant que la dictature de la bourgeoisie n'aura pas été supplantée par la dictature du prolétariat, les communistes devront chercher à former une fraction révolutionnaire dans l'arène politique bourgeoise. Bon, une dernière chose quand même sur nos participations au Parlement et à l'arène politique bourgeoise, c'est aussi un moyen, en période de calme relatif comme aujourd'hui, calme très relatif, de calme entre les classes, d'éprouver notre direction politique, de mettre à l'épreuve sa capacité à continuer à défendre des idées révolutionnaires, à s'orienter, à garder une ligne politique claire et indépendante de la bourgeoisie, y compris dans un milieu aussi terrible qu'une assemblée bourgeoise. Une direction incapable de tenir dans des circonstances, dans de telles circonstances, n'est certainement pas prête à résister aux pressions d'une période révolutionnaire et doit être remplacée, et ses membres potentiellement dégagés de l'organisation. La participation au Parlement est donc aussi l'occasion d'entraîner sa direction et d'en confirmer la solidité. De telles occasions ne sont pas à négliger et s'avèreront, à mon avis, bien précieuses dans des périodes plus critiques où, en fait, on n'aura pas autant le temps de tester notre direction, on devra un peu plus lui faire confiance. Bon, mais les gauchistes, comme je le disais plus tôt, ils préconisent pas seulement de rompre avec le travail dans les parlements, mais également de sortir des syndicats. Bon. Il faut bien dire que si nous, on a l'habitude de voir les syndicats comme un organe de collaboration de classe, on est quand même assez loin de leur attitude en 14-18. En termes de collaboration de classe, c'était assez vénère, puisque la plupart des syndicats ont rejoint l'Union sacrée et en fait ont accepté et fait accepter aux travailleurs tous les reculs que la bourgeoisie leur imposait, refusant d'organiser la moindre réaction ouvrière et les envoyant donc au front, normal, quoi, des syndicats, super. De quoi, bien sûr, nourrir une certaine rancœur, voire un certain seum. Alors, face à la démonstration de leur intégration à l'État bourgeois, certains gauchistes ont commencé à défendre l'idée de quitter les syndicats pour construire des unions ouvrières toutes neuves, toutes propres, toutes révolutionnaires, toutes pimpantes, merveilleuses. Bon, tout ça, ça reposait sur l'idée que les unions qu'ils créeraient attiraient les masses travailleuses sur une base révolutionnaire. À titre d'exemple, les communistes de gauche allemands, ils posaient comme préalable qu'un truc assez basique, reconnaître le régime des soviets et la dictature du prolétariat. Bon. Effectivement, le jour où les travailleurs reconnaissent massivement ces principes, ce sera une excellente nouvelle. Le problème, bien sûr, c'est qu'il faudrait déjà être en pleine révolution, et pas dans les premiers jours de la révolution. Mais en fait, il faudrait déjà que le régime soviétique ait fait massivement la démonstration qu'il représentait les intérêts de la classe ouvrière et derrière elle de toute la société entière pour que les travailleurs se disent « Ah bah oui, c'est ça qu'il nous faut ». Donc en attendant, les masses, elles resteraient dans les syndicats et les gauchistes bien incapables de faire un travail militant quotidien en direction de la classe ouvrière. C'est bien là le problème. Car oui, jusqu'à la Révolution, et en réalité probablement encore après, une bonne partie des travailleurs ne vont pas plus loin que de rejoindre un syndicat, malgré ou peut-être même du fait de tous les défauts que nous on reproche aux syndicats, corporatisme, réformisme, etc. Se syndiquer, c'est le premier geste que font la plupart des travailleurs qui cherchent à s'organiser. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le mouvement des retraites, qui a été suivi d'une vague de syndicalisation relativement importante au regard de l'état du syndicalisme en ce moment. C'est déjà un pas important et il faut vraiment se poser la question d'influencer les masses avec beaucoup de légèreté pour refuser de s'adresser en fait directement aux travailleurs dans ces organisations, toutes imparfaites soient-elles. Ouais, militer dans les syndicats, c'est un travail qui est long, qui est fatigant, qui offre peut-être plein d'occasions, peut-être même plus que les élections, d'être happé par le réformisme. Il exige souvent de taire la vérité sur qui on est vraiment, de mentir,
Alors évidemment, quand on se pointe à la CGT, on ne vient pas dire salut, moi je suis trotskiste, je peux diriger votre syndicat s'il vous plaît, parce que voilà. Mais on est un peu obligé de mentir pour faire son trou dans le syndicat. C'est un boulot de fourmi que les gauchistes en fait sont trop impatients souvent pour le mener, et ils cherchent à l'éviter en tentant un raccourci avec leurs unions ouvrières. Bon. Le problème étant que les raccourcis en politique, ça n'existe pas et qu'il faut partir du réel, de ce qui existe. Et la classe ouvrière et ses organisations telles qu'elles sont aujourd'hui. Notons quand même que cette idée de faire de nouvelles organisations plus ou moins syndicales, mais plus rouges, c'est une idée qui revient régulièrement et pas forcément avec autant d'ambition que les communistes de gauche allemands des années 20. Même dans le mouvement trotskiste en fait récent, on avait pu voir ce genre d'espoir un peu naïf exister et renaître régulièrement. Je pense notamment forcément un peu à tous ceux qui ont créé des antennes Sud à une époque. Il y a un syndicat qui se voulait plus radical que la CGT. Bon, mais Sud est encore loin de concurrencer la CGT aujourd'hui et a déjà pourtant bien entamé son intégration à l'État bourgeois, y compris en coupant court à des grèves comme n'importe quel autre syndicat. Preuve s'il en fallait que, en voulant forger un syndicat un tant soit peu plus rouge que ce qui existe, soit on reste parfaitement minoritaire, groupusculaire, soit on fonde un syndicat ni très massif, ni très radical. Bon. Alors peut-être que vous vous dites que tant pis, autant être minoritaire tant que la période l'impose, mais d'être une organisation de masse et révolutionnaire quand les masses seront révolutionnaires. Après tout, c'est un peu ce qu'on peut se dire pour le parti. Oui. Et justement, c'est déjà un peu ce qu'on se dit pour le parti. À quoi alors ça servirait d'avoir un parti communiste révolutionnaire, minoritaire, et un syndicat communiste révolutionnaire, minoritaire? Bon, le rôle central du syndicat, à mon avis, c'est d'organiser les réactions quotidiennes de la classe ouvrière au boulot. Pour ça, nul besoin d'être minoritaire, en fait, bien au contraire. Il faut pouvoir organiser le plus de monde possible. Le syndicat, à nos yeux, c'est l'organisation de l'ensemble de la classe ouvrière, alors que le parti organise son avant-garde et cherche à influencer tout le reste de la classe ouvrière et de la société, notamment au travers d'un boulot syndical quotidien. Mais les gauchistes d'hier et d'aujourd'hui mélangent complètement tout. Ils s'attendent à ce que les ouvriers, hier encore dirigés par les socialistes et les syndicats, viennent à eux sitôt leurs magnifiques organisations créées et ce faisant, ils renoncent en fait à lutter pour convaincre la classe ouvrière et abandonnent les travailleurs syndiqués aux seuls réformistes. Et ça, c'est un peu une trahison à mes yeux. Bon, pas de lutte parlementaire, ok, sortir des syndicats, bon. Les gauchistes luttent contre le danger de gangrène réformiste par la fuite de tout risque. Bon, voilà. En se protégeant, ils se privent surtout de tout moyen de s'adresser largement aux masses. Pourtant, ils postulent à être le véritable parti des masses, parce que nous, on ne le serait pas. À l'inverse, parce que nous, on serait le parti des chefs, et les partis communistes de l'époque aussi. Les gauchistes, ils prétendent défendre la dictature du prolétariat, de tout le prolétariat, face à la dictature du parti et de ses chefs que nous, on défendrait. Ils refusent même de faire, d'être une organisation avec des chefs. C'est, vous savez, tout le débat qu'on a toujours régulièrement sur l'horizontalité et la verticalité, voilà. Un débat qui visiblement revient régulièrement dans le mouvement trotskiste, un peu comme une espèce de polémique sur Twitter, mais en plus intéressant. Bien sûr, quand les anciens chefs ont tous fait faillite et ont envoyé à la boucherie internationale le prolétariat, donc ils prétendaient défendre quand même les intérêts, il y a de quoi être évidemment méfiant envers les chefs, ça bien sûr. Mais il y a un monde entre imposer à ces chefs un contrôle et une exclusion de tous ceux qui se rangent aux côtés de la bourgeoisie et la théorisation d'une organisation sans chef. Mais en fait, même qu'est-ce que ça peut vouloir dire une organisation sans chef ? À vrai dire, les gauches eux-mêmes ont des chefs, ceux-là même qui théorisent pas de chef. Et pousser au bout le raisonnement, il signifie pas de direction, donc pas de politique d'ensemble de l'organisation, donc une liberté totale à chaque groupe et même à chaque militant de faire un peu ce qu'il entend. Autrement dit, plus d'organisation. Puisque si tout le monde fait ce qu'il veut, ou alors une organisation tellement peu cohérente, sans discipline, sans structure, soumise à toutes les variations, incapable même de mener une lutte coordonnée, puisque chacun fait ce qu'il veut, de se conjuguer l'action, et donc d'être une organisation capable de donner
une perspective à une révolution. En fait, elle est même, à mon avis, une organisation sans chef beaucoup plus capable d'être gangrénée par le réformisme, puisque la solidité politique de l'organisation ne tient que par la solidité de chacun de ses groupes. Or, sans l'influence d'une structure sérieuse, disciplinée, d'une discipline de parti, il n'existe aucun frein qui empêche les militants de céder à l'idéologie dominante. Sans la contre-pression bénéfique d'un parti centralisé, structuré, la pression bourgeoise, elle a facilement prise sur chaque bout de l'organisation, donc en fait sur l'ensemble de l'organisation. Bon, j'essaye d'accélérer un peu. L'autre critique qui est faite notamment par les gauchistes allemands au parti des chefs, c'est de chercher, notamment par la voie parlementaire, le compromis avec les socialistes indépendants, ces fameux centristes de la fameuse internationale 2,5. Accusation fondée, car même au moment où se réunit le 3e congrès de l'internationale, la gauche des sociodémocrates indépendants a effectivement fusionné avec le parti communiste allemand, et ce depuis plusieurs mois. Horreur. Preuve peut-être de la compromission des partis communistes. En fait, à mon avis, c'est plutôt le résultat de succès politiques qui ont permis de détacher une part importante des indépendants et d'en faire des militants révolutionnaires et communistes. Mais les gauchistes récusent tout louvoiement, toute dérogation à la ligne. Il faut tenir la ligne, tenir le cap. Très bien. Là encore, il s'agit avant tout d'éviter tout risque de voir le réformisme refleurir dans les rangs des communistes. Mais là encore, il s'agit d'une erreur. Les communistes ne sont pratiquement jamais l'organisation majoritaire de la classe ouvrière, encore plus rarement la seule organisation réellement influente au sein de toute la classe ouvrière. Et alors, que dire de l'ensemble des couches populaires? Bon, là. Or, si nous postulons à proposer notre politique à l'ensemble de la classe ouvrière et en fait de tous les exploités, il nous faut bien nous rendre audibles auprès de ces gens-là. Proposer aux directions réformistes du mouvement ouvrier une alliance ponctuelle ou sur une lutte pour une revendication précise, je sais pas, une hausse de salaire par exemple, même issue du programme des réformistes eux-mêmes, de prendre dans le programme de la CGT, dire vous revendiquez les 32 heures, eh bien menons une bataille sur les 32 heures, faisons ça. Ça, pour nous, c'est un peu une évidence. Dans le meilleur des cas, en fait, si on tente ce truc-là, donc en fait ce front unique, les directions acceptent et une lutte d'ensemble est alors possible, avec à sa clé peut-être une victoire. Et les prolétaires constatent que nous sommes ceux qui cherchent l'unité dans la lutte de tous les travailleurs, et nous sommes en mesure de proposer nos modes d'action à l'ensemble de la classe ouvrière. Notre crédit politique en est renforcé, ça c'est chouette, et en plus on a gagné, ça c'est aussi très chouette. Et dans le pire des cas, les directions réformistes, elles refusent d'engager la lutte, y compris sur un mot d'ordre de leur propre programme, et les travailleurs font un peu l'expérience de la trahison de leur direction. Donc notre crédit s'accroît, parce que nous on propose l'unité, le crédit discrédit est jeté sur le reste des organisations réformistes, mais malheureusement ni l'expérience de la lutte ni celle de la victoire ne sont faites et ne viennent renforcer un peu la confiance que le prolétariat a dans ses propres forces. Ceci dit, de telles alliances nécessitent, à mon avis, de réunir quand même 2 conditions, enfin même 3 conditions, puisque là, l'alliance avec des réformistes ne peut se faire qu'avec la garantie d'une complète liberté de critique, d'une indépendance politique donc totale, et cette alliance ne doit être recherchée que si elle permet de faire progresser la conscience de classe et pas de lui vendre des illusions. Et en fait, la troisième que je rajouterai un peu, parce qu'elle se pose à mon avis pas mal aujourd'hui, c'est qu'il y ait des organisations du mouvement ouvrier à qui proposer vraiment des fronts uniques, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à les voir, même la CGT ne représente pas non plus une très très grande force. Ça c'était une petite parenthèse. J'ajouterai très rapidement que la possibilité d'alliance, elle ne se cantonne d'ailleurs pas, à mon avis, qu'aux seules organisations de la classe ouvrière. Bien sûr, on peut penser aux organisations de la petite bourgeoisie, avec laquelle on cherche un compromis afin de la solidariser du prolétariat, de son parti et de sa dictature. C'est un peu d'ailleurs ce qu'ont fait les bolcheviks quand ils ont donné la terre aux paysans. Ils réalisaient en fait le programme de la paysannerie et de son organisation, les socialistes révolutionnaires. Mais en fait, on peut même envisager de temps en temps une alliance avec une fraction de la bourgeoisie contre une autre,
d'exploiter toute fissure dans les rangs de la bourgeoisie, de s'appuyer sur une frange contre l'autre pour en réalité affaiblir le camp entier de la bourgeoisie. À l'inverse, les gauchistes, eux, ils refusent tout compromis, ils se privent donc en fait, encore une fois, de peser sur l'ensemble du prolétariat et plus largement sur les masses travailleuses et se contentent en fait, d'être une avant-garde un peu isolée qui se parle à elle-même. Bon, ben voilà, en fait, le gauchisme, il a les mains toutes propres. Mais en fait, malheureusement, le gauchisme n'a surtout pas de main. Il n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Et c'est un peu sa grande faiblesse. Et je te rends la parole. Ouais. Bon, aujourd'hui, on n'est pas en 1920, ni 21, ni 22. La question, elle se pose de quelle actualité de cette tactique de front unique pour nous aujourd'hui en tant que communistes révolutionnaires. Et en fait, c'est des débats qui traversent notre courant politique à l'échelle internationale, notamment au sein de la 4e internationale du secrétariat unifié depuis pas un an ou deux, comme on l'a vu au niveau de l'accélération des débats qu'il y a pu avoir dans le NPA, notamment autour de la session du 5e congrès, mais qui, depuis en fait la chute du mur de Berlin, la direction historique en France de la Ligue communiste révolutionnaire s'est mis à théoriser cette idée de nouvelle période, nouveau programme, nouveau parti, d'aller à la gauche du possible. Ça, c'est des titres de livres qui ont pu être écrits qui expliquent qu'aujourd'hui, en fait, il faut se poser la question de construire des partis larges, plus si délimités que ça, sur la question de la révolution, qu'il faut chercher à faire des alliances électorales avec les partis de la gauche institutionnelle pour pouvoir jouer un rôle et peser dans la situation. Et en fait, pour parler de front unique, c'est une évidence qu'il faut d'abord un peu caractériser la période dans laquelle on est, la situation politique et les rapports de force entre les classes. Bon, aujourd'hui, c'est notamment caractérisé par 3 éléments, je pense, qui sont importants dans tout ça. L'offensive extrêmement forte, ça c'est évident, de la bourgeoisie. Ça passe par tout un tas de réformes, par, je sais pas si on peut prendre l'exemple de l'inflation, la réforme des retraites, à l'échelle internationale, de toute façon, tout un tas d'attaques dans énormément de pays. Ça passe par aussi la question du renforcement objectif de l'extrême droite, où c'est en fait par ailleurs beaucoup la question de l'extrême droite institutionnelle qui gagne du terrain et qui, par ce biais-là, donne confiance à des groupuscules d'extrême droite, les nazillons dont on parlait ce matin au plénier. Mais quand même, face à ça, il y a un 3e élément qui est extrêmement important et que les camarades qui théorisent cette question, en fait, que nous on n'appelle pas du front unique quand on parle d'alliance électorale avec la gauche institutionnelle, la question de notre camp social, il est très 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 loin quand même d'être à genoux, très 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 loin d'être à la merci de simplement ce que fait la bourgeoisie. On est dans globalement un rapport de force qui est défavorable, c'est-à-dire que la bourgeoisie avance sur ses attaques, mais par contre il y a énormément de lutte. Énormément de lutte, et depuis plusieurs années il y a une accélération des ripostes dans notre camp social. Je ne sais pas si on cite depuis 2018, je pense qu'on ne trouve pas plus de 3-4 pays où il n'y aurait pas eu des mobilisations de masse pour contester les politiques de leur bourgeoisie. Et que voilà, ces dernières années, elles sont remplies de luttes pour le droit à l'avortement en Colombie, au Nigeria contre la corruption, en Russie, même en Russie contre la guerre et l'opposition à la guerre en Ukraine et l'offensive de la Russie. Aux États-Unis, il y a eu il y a quelques mois un rebond des grèves avec une grosse grève dans l'automobile, 25 000 travailleurs qui étaient en grève. Il y a eu récemment, par exemple, en Argentine, on l'a tous vu, la journée de grève générale du 24 janvier. L'été dernier au Niger, il y a eu des mobilisations contre l'impérialisme français qui ont dégagé l'armée française. Il y a eu en Inde, en 2020-2021, une immense grève, la plus grosse grève générale de l'histoire de l'humanité et de la classe ouvrière, avec 250 millions de travailleurs en grève. Au Sri Lanka, en 2022, il y a eu des manifestations de masse, des occupations, jusqu'à la maison du président. Peut-être certains se souviennent des images qu'il y avait pu avoir de ça sur les réseaux sociaux et qui font bien plaisir. Et puis il y a la question, même bien plus récemment, du mouvement de solidarité internationale historique sur la question de la Palestine. Et puis même, ne serait-ce qu'ici, je veux dire, le printemps dernier, en France, c'était à des moments 3 millions de personnes dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites ici. Il y a l'idée, en fait, pour cette théorie des alliances électorales et des partis larges, d'opposition à l'extrême droite, mais avec une analyse qui, en fait, il faut le dire, je pense, est erronée de ce qu'est réellement le poids de l'extrême droite aujourd'hui, et y compris sa nature. C'est-à-dire que le renforcement de l'extrême droite, je refais pas tout le topo qu'on a eu ce matin, donc je raccourcis peut-être un peu sur ça, mais elle se propose y compris
enfin, je veux dire, elle gonfle, mais y compris parce que le patronat, il lui laisse cet espace-là. Parce que l'extrême droite, c'est celle qui répond le mieux aux besoins du patronat, qui est la plus agressive sur la classe ouvrière, qui est la plus pro-patronale, et qui divise la classe ouvrière le plus. Elle met tout ça... elle permet quand même aux capitalistes de encore mieux exploiter les différentes franges de notre camp social. Et il y avait la question, de les groupuscules d'extrême droite fascistes, etc., qui en réalité, c'est vrai que ce matin on parlait un peu de Romans sur Isère et de ce qui s'était passé autour du meurtre de Thomas. Enfin, c'est évident que quand en fait c'était montée nationale quand même, Romans sur Isère, ils étaient 80, attention. Et puis ils se sont fait défoncer et par les habitants des quartiers et en fait par la police bourgeoise, quoi. Il y a eu une vingtaine d'interpellations, il y a eu des peines de prison ferme quand même contre eux, et y compris à cette étape-là, clairement la bourgeoisie, elle est très 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 loin de faire le choix du fascisme. Et en fait, je ne sais pas si des camarades ont eu le plaisir de lire cette lettre qui a été écrite par le NPA de Philippe Poutou qui s'adresse à la France insoumise pour proposer de faire des alliances électorales aux élections européennes avec la France insoumise, en expliquant qu'il faudra une unité large des forces du mouvement ouvrier pour mettre un premier coup d'arrêt à une progression des forces fascistes qui semble inexorable. Évidemment, un texte qui ne parle à aucun moment de construire des luttes conjointes et où il y aurait ne serait-ce même qu'une véritable interpellation sur la nécessité que alliance électorale peut-être, mais en tout cas dans la rue, et c'est à ça que ça doit servir si jamais ça existe. Je veux dire, ça n'existe pas dans la politique aujourd'hui sur cette question d'alliance électorale avec la gauche institutionnelle. Et c'est évident que Le Pen, c'est pas le fascisme, pas plus que Mélanie, Bolsonaro, Milei, Trump et d'autres. Et en fait, pour ça, c'est sur les travailleurs et la classe ouvrière qu'il va falloir compter pour s'opposer à l'extrême droite, et que ça peut être que par la mise en mouvement la plus massive possible de la classe ouvrière que l'extrême droite et la question du fascisme pourront reculer. Et en fait, le front unique et la question d'un front populaire ou d'alliance institutionnelle aux élections, ça a 10 000 années-lumière l'un de l'autre en termes de nature de ce que sont ces accords. C'est-à-dire que le front unique, l'objectif, c'est de déclencher une dynamique d'accélération de la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, qui assume une confrontation, qui assume la construction d'un rapport de force par la mise en mouvement de la classe ouvrière. L'idée d'un front populaire, c'est une logique de collaboration de classe. C'est donner confiance pleine et entière dans les institutions et vendre cette confiance-là à la classe ouvrière. Je veux dire, ce qui est écrit quand même dans le texte écrit par Philippe Poutou et ses amis, c'est « Nous pensons qu'il y a un enjeu crucial à ce qu'une liste de rupture obtienne le score le plus haut possible et se retrouve devant l'extrême droite aux élections européennes. » Devant en termes de score électoral. Sauf qu'en fait, tout ça, quand on la lit pas à la question de la nécessité de construire des luttes contre ça, et y compris en positif sur la question des conditions de vie de la classe ouvrière, et en fait, ce que ça crée comme dynamique, c'est un freinage des luttes. Ça entretient la volonté des forces institutionnelles de chercher à canaliser sur une voie institutionnelle qui est passive, parce qu'il n'y a aucune perspective de mise en mouvement. Et la mention d'une gauche de combat de rue, dans ce texte-là, elle est citée seulement une fois au tout début du texte, et c'est absolument pas une perspective sur cette politique. Et ceux qui voient la réalisation de l'unité d'action de la classe ouvrière comme une simple fonction d'accord au sommet, indépendamment de leur contenu de classe et de la dynamique objective déclenchée par ces accords, ils oublient que l'unité réelle du front prolétarien, en fait, elle est possible uniquement sur une base de classe. Je donne un autre exemple. Le 2 décembre dernier, il y a eu un communiqué des organisations d'Interorga, avec notamment la CGT, la FSU, Solidaire, Europe Écologie, les Verts, la France Insoumise, des organisations de jeunesse, l'Union étudiante, Révolution Permanente, le NPA de Philippe Poutou, les jeunesses anticapitalistes ont également signé ce texte, qui est un texte qui a été écrit, un communiqué qui a été écrit suite à tout ce qu'on a vu sur la question de l'extrême droite, Romans sur Isère, sur un rassemblement qu'il y avait eu à Paris devant la Sorbonne, qui avait regroupé une grosse centaine de militants fascistes d'extrême droite qui ont fait des saluts nazis, etc. Ce texte-là, il alarme complètement sur la question de l'extrême droite, le fascisme est à nos portes, etc. Et il n'y a aucun appel à aucune mobilisation. Cet accord-là n'a servi à construire aucun rassemblement, aucune initiative de rue, rien de tout ça. Par contre, la fin, c'est on appelle à faire bloc partout contre l'extrême droite. Comment ?
pourquoi, de quelle manière. Et en fait, ça, les camarades, il faut comprendre que ce que ça renforce en réalité, c'est uniquement les organisations de gauche institutionnelles, ces directions syndicales-là, ces partis politiques-là. Parce que si tu donnes pas de perspective de rue, ce que tu dis, c'est on s'en remet aux appels à venir. Et puis on cherche pas à mettre en mouvement et à faire en sorte que la classe ouvrière, elle s'approprie ces bagarres-là et qu'à un moment, elle se mette en mouvement. Ça crée des illusions dans notre camp social. C'est un effet qui est contradictoire au final. Parce que ça donne le crédit de partis révolutionnaires, de partis des travailleurs aux réformistes et à des organisations qui finiront par trahir et qui seront en fait le terreau, y compris à l'extrême droite, pour continuer de se faire passer pour une alternative salutaire pour la classe ouvrière. Et aujourd'hui, l'AB qui s'engage à défendre le programme de la France insoumise, malgré ses désaccords, estime que ces désaccords, ils sont moins importants que l'urgence d'une liste commune pour montrer une alternative à l'extrême droite. Mais par contre, on abandonne la question de l'ouverture des frontières, aucune critique de l'impérialisme, etc., etc. Et ils vendent en fait toute une partie de notre ADN de communistes révolutionnaires. Et en fait, la nature de ces deux accords-là, elle est totalement différente. Pour donner un peu un exemple de ce qu'on a pu faire, alors avec ses limites et ses réussites, mais sur la question de la Palestine, en fait, depuis plusieurs mois, on a été à l'initiative avec le NPA d'une interorga qu'on a appelée l'interorga Palestine, qui a permis à tout un tas de moments là dans les derniers mois d'appeler à des mobilisations. Daniel Ben Saïd, il écrivait en 1977, avant de commencer à théoriser à la gauche du possible, que dans certaines circonstances, l'insertion dans le front unique peut se limiter à la bataille des mots d'ordre les plus urgents dans le mouvement de masse et pour l'auto-organisation démocratique de la lutte. En fait, ce qu'on a fait avec l'interorga Palestine, ça n'a pas forcément plus de prétention que ça. C'est un cadre qui nous a permis d'organiser des manifestations, qui a permis la levée des interdictions de manifester, qui a permis qu'on regroupe en réalité tout de même beaucoup plus largement que nous-mêmes sur des bases, qui étaient claires, et c'est en fait nous qui sommes ressortis politiquement à ces moments-là. L'appel de l'interorga Palestine, il a pris clairement position pour l'arrêt immédiat des bombardements, mais aussi contre la politique colonialiste de l'État d'Israël, qui est le seul responsable du massacre en cours, et contre les perspectives obscurantistes et réactionnaires du Hamas. Et cette interorga-là, elle n'est pas aussi large qu'on le souhaiterait, c'est vrai, mais elle réunit au-delà de nous-mêmes, et elle nous a aidés à ouvrir des possibilités politiques. La question de lever des interdictions de manifester, de lancement des comités d'action locaux de solidarité dans la jeunesse ou parmi les soignants, enfin tout le monde a vu soignants et soignantes pour Gaza. Ça a permis des discussions dans les syndicats et pas seulement avec les syndicats signataires. Et par cette orientation et par la mobilisation des forces du NPA, on est aujourd'hui une composante modeste mais reconnue quand même de ce mouvement. Et on a eu une politique qui a été identifiable. Nos cortèges, ils ont été rejoints par de nombreux manifestants qui sont pas au NPA, mais qui comprennent notre orientation. Donc ce cadre-là, je disais, il nous a permis d'impulser tout un tas de collectifs, les soignants pour Gaza, qui jouent un rôle et qui sont visibles et qui cristallisent une colère chez tout un tas de travailleurs de la santé sur cette question politique-là. Dans les lieux d'études, il y a eu un collectif qui s'est monté dans un lycée à Créteil qui a continué de se réunir, d'appeler à des initiatives, etc. On a fait aussi dans les universités. Et en fait, les communistes révolutionnaires, on est attachés à toute initiative réellement unitaire parce qu'on est convaincus que telles initiatives, elles renforcent toujours la combativité et la conscience des travailleurs dans un sens de lutte de classe intransigeante contre le capital.